bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mickaël. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Et aussi, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé à travers le podcast. Effectivement. C'est pas de ma faute, c'était tout le temps parti en Europe. Là. Ouais, ma vie est compliquée un peu. Et la tienne aussi, par ailleurs. Ouais, exact. Pas pour les mêmes raisons, mais bon, bref, toi aussi, c'est difficile de trouver un moment commun. On avait, dans les années passées, abordé le fait que l'AI est présent dans les CTF, et ainsi de suite. Il y a eu des évolutions très importantes. Cette année était, à certains égards, une année charnière pour le NORDSEC, justement sur la présence de l'IA pour les participants, comment ceci a été utilisé. Et je trouve que, tu m'as proposé de l'aborder comme ça parce que c'est un très bon tremplin pour parler de ce que c'est, du côté des attaquants, mais aussi pour glisser plus loin. Puis je vais te laisser avancer sur ça, puis on va aller sur la conversation comme d'habitude. Merveilleux. Ben, pour faire une histoire très courte, je pense que la dernière fois qu'on a eu une discussion, on était vraiment sur l'aftertake du dernier NORDSEC que j'ai participé, justement, qu'on se disait, écoute, on va mettre l'IA en full force, on va l'essayer, on va voir jusqu'où que ça peut aller. Ça nous aidait à réaliser certains challenges d'une manière assez intéressante, mais on s'entend, il y a peut-être un an et demi à peu près depuis l'avant-dernier NORDSEC. La grosse nuance, c'est qu'on n'était vraiment pas au même stade du tout. On n'avait pas encore vraiment la capacité d'avoir des skills, on avait puis des habiletés pour les agents. Le concept d'agent était encore pas très clair, on était encore à parler avec un chatbot. Et on était totalement ailleurs en termes de capacité. Oui, il y avait des capacités intéressantes de pouvoir exécuter certaines tâches d'une certaine manière que humainement, ça aurait pris une éternité à faire. Ou même accélérer, exemple, de monter un script pour faire une tâche bien précise que sans voir le contexte ou l'habilité de programmation, on va dire, l'IA était déjà capable à ce moment-là de nous faire un petit script bash, exemple, pour faire certaines tâches en SSH et aller faire certaines opérations, comme un bon exemple. Et là, aujourd'hui, on est totalement ailleurs. Là. Il y a quelque chose de totalement, je dirais, je cherche le terme qui me vient en tête, c'est débilitant à comparer à il y a un an, qu'est-ce qui se faisait puis ce qui se fait aujourd'hui. Puis de notre perspective à nous, puis je parle de la perspective plus cyberdéfense, c'est très intéressant parce que moi, j'ai vu l'évolution même à travers de plusieurs clients, justement, que tu sais, on s'entend à travers de la conformité. Pour nous, c'est quasiment c'est une routine, on va dire, aujourd'hui, de voir nos clients se faire pen-tester, nous poser la question, est-ce qu'on désactive la protection, est-ce qu'on la laisse activer? Puis je trouve ça tellement très drôle parce que, justement, on a mis en place un mode qu'on appelle le mode surveillance, qui est un petit peu, je laisse tout le système en place, mais il fait juste surveiller puis loguer ce qui s'est passé à place de le bloquer, finalement. Puis ce que ça amène, c'est que justement, quand on voit des équipes de pentest opérer sur nos systèmes, nous, notre intelligence apprend tout ça, on voit les nouveaux outils, on voit les nouvelles méthodologies que tout le monde utilise, puis je trouve ça très intéressant, puisque je me suis même, à travers de certains événements, je me suis mis à avoir des discussions assez intéressantes avec des équipes de pentest qui sont tout le temps en train de, je trouve ça un peu drôle, là, je cherche la bonne expression pour dire que c'est eux qui se vendent souvent le plus, là, que c'est comme ils ont la meilleure équipe tout le temps. Puis je trouve ça assez drôle parce que dans certains contextes, il y en a qui se basent un peu trop sur leur réputation. Puis si je devais les comparer, je vais reprendre un petit concept qu'on voit beaucoup à DEF CON, qui est le Wall of Sheep ou le Wall of Shame. Je pourrais faire un sérieux Wall of Shame avec les équipes de pentest, à quel point qu'ils se forcent pas puis qu'ils utilisent justement des outils un peu trop connus, des méthodologies qui sont passées date. Puis c'est un peu là que ça devient intéressant, puisque je pense que tu vas vouloir m'intercepter assez vite, puis on va peut-être avoir un beau débat sur la capacité de l'IA à venir un petit peu on s'entend que l'IA elle fait rien de nouveau, bien souvent elle va repartir de des concepts déjà connus. Les méthodologies qu'on voit passer, les équipes de pentest qui ont passé à l'IA, peut-être pas pour tout automatiser, un petit peu comme on va pouvoir parler par rapport au NORDSEC. C'est très intéressant de voir à quel point il y a différents niveaux déjà qu'on peut voir, qu'on peut calculer ou, tu sais, dans nos graphes, ça paraît beaucoup. Les équipes qui l'utilisent, à quel point qu'ils l'utilisent, puis jusqu'où qu'ils veulent aller avec ça, parce que sérieusement, dans certains contextes, c'est dangereux. Là. Tu vois des choses passer que tu te dis
c'est qui a fait ça? C'est-tu l'IA ou c'est une vraie personne? Parce que des fois, c'est louche, là. Ils vont aller chercher des techniques que j'ai appris dans l'industrie, que je me dis, wow! Comme la plupart des pentesters à qui je parle de ça, ils savent même pas que ça existe. Puis là, tu vois l'IA qui le fait, puis qui l'automatise, puis que là, est même rendu capable de faire ce qu'on appelle du métamorphisme, de pouvoir transformer ça, puis d'aller beaucoup plus loin. Puis ça, t'es dans une posture très intéressante du fait que vous êtes une compagnie défensive, que vous voyez tout essentiellement. Puis je trouve ça très intéressant ce que tu mentionnes sur le fait que vous êtes capable de qualifier les équipes de pentest parce que vous les voyez. Ça fait longtemps qu'on le sait dans l'industrie qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins, il y en a qui parlent fort puis qui sont pas très bons, il y en a qui parlent pas fort puis qui sont très bons. Donc, on a tout cet écosystème. Fait que c'est très intéressant le fait que tu sois collé comme ça. Et oui, effectivement, en pentest, les compagnies qui n'ont pas passé à l'IA sont largement en arrière et à savoir dans quelle mesure. Bon, il y a certains débats de ce côté-là. Moi, je fais plus de pentest, fait que j'ai pas tant de validité à avoir une opinion là-dedans. Au-delà du fait que tu n'as plus le choix maintenant d'être augmenté par l'IA pour peu importe ce que tu fais, parce que si tu le fais pas, puis comme tu le mentionnes bien, il y a certaines techniques ou certaines tactiques qui sont utilisées que tu n'aurais pas faites comme humain ou la force, parce que c'est un des aspects pour l'avoir vu, il est très entêté, l'IA, donc il va forcer puis il va avancer de façon très séquentielle, pas comme un humain fait, mais il va avancer de façon très, très, très rigoureuse et directe et ça va amener certaines choses dans la mesure où il est bien harnessé, parce que ça aussi, ça a des conséquences. Un IA mal harnessé fait n'importe quoi. Bien harnessé, il va réussir à aller chercher, puis même comme tu le mentionnes, des tactiques qu'on n'a soit jamais vues ou soit qui sortent du spectre standard de ce qu'on a tendance à voir, là. Exactement. Puis juste peut-être pour revenir au cadrage d'où ce que ça devient un petit peu plus pertinent en fait, c'est que pas juste de pouvoir ranker les équipes de pentest, mais ce que je me rends compte, c'est que c'est pas l'équipe de pentest que je finis par ranker. C'est un petit peu pour nous la même chose du côté défensif. Tu sais, nous on s'entend l'intelligence pour être capable d'intercepter ce genre d'attaque-là. Puis tu sais, de plus en plus, on va dire notre façon de bien présenter le produit ou de bien vendre le produit, c'est de présenter justement ce leaderboard-là pour dire, écoute, ben voilà les produits de sécurité, comment ils se faire contre chaque modèle d'IA quasiment, pour dire, ben écoute, voilà les vulnérabilités, les forces des modèles et tout ça, ben, je pourrais quasiment dire, avec une certaine précision selon moi, telle équipe a utilisé tel modèle ou tel harnais ou telle combinaison. On en arrive quasiment là, puis c'est ça qui est assez ironique, c'est que tout s'en va un petit peu vers ça, comme le concept de benchmark, que tu peux venir valider là, qu'est-ce que quelqu'un dit ou l'efficacité de ton équipe, parce que comme au final, c'est ton outil qui fait la différence, puis c'est un petit peu la beauté, je pense, ou le charme du AI, c'est que dépendamment comment tu as monté tes skills, comment tu as monté ton setup de RAG, comment tu as monté comme ton architecture autour de ton harnais, les possibilités sont toutes là, puis il y a plusieurs manières intuitives ou pas intuitives du tout, puis c'est un petit peu ça qu'on s'est rendu compte au NordSec, que j'ai trouvé très, très intéressant par ailleurs, c'est que les équipes qui ont gagné ont fait des choses que j'étais comme... Quand j'en ai entendu parler, parce que j'ai pas eu la chance de participer, mais notre équipe a quand même participé cette année, j'en revenais pas de voir que comme finalement, il y a vraiment des équipes offensives qui ont pris un petit peu la même tactique que nous, on a en défense déjà depuis. Tu sais qu'on était peut-être un petit peu trop tardif, on va pas tardif ou plus l'inverse que d'être tardif. On était un petit peu trop d'avance sur le marché à vouloir un petit peu prendre cette posture-là de vouloir créer une intelligence pour pouvoir défendre. Ben là, on voit que la machine s'est mise à tourner dans l'autre sens avec l'arrivée des skills, que le monde a vraiment réussi à un petit peu déloger l'idée de hey, je peux me faire un RAG avec toutes les CTF de la planète qui existent. Fait que là, un agent peut être utilisé pas juste pour se documenter puis apprendre à faire des opérations offensives. On peut venir apprendre à un agent à être très, très, très spécialisé. Comme à place d'être un couteau suisse, on peut vraiment créer l'outil parfait pour chacun des scénarios. Tu sais qu'avant, exemple, on a utilisé un outil comme SQL Map
qui est l'outil d'injection SQL de facto là, qui fait pratiquement tout sur le pilote automatique. Là, on n'a plus besoin d'avoir un outil qui fait autant de bruit. On peut avoir l'intelligence artificielle qui s'est entraînée lui-même, qui a vu tous les scénarios possibles de comment qu'une vraie injection SQL, qu'est-ce que ça a l'air, comment je la détecte, comment que je peux aller directement au but à la place de faire plein de bruit sur le réseau. Ah, ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis, bypasser un petit peu tout le chemin classique que, justement, comme que je disais, je le vois très bien qu'une équipe de pentest utilise le chemin traditionnel. Ça fait tellement de bruit que ça en est ahurissant. Ça apparaît tout de suite dans les statistiques que c'est immanquable qu'il y a un pentest ou qu'il y a quelqu'un qui est en train de blaster sa poubelle sur le réseau parce que, justement, ils n'ont aucune conscience du bruit qu'ils font, là, tu sais. Ouais, ben ça, oui. Mais par ailleurs, puis là, j'étais un peu surpris que tu dises que l'AI n'est pas bruyant, parce que pour ce qu'on m'a relaté jusqu'à présent, ça c'est vraiment puis ce que j'ai vu. Peut-être que j'ai pas vu des choses aussi sophistiquées que les tiennes. L'AI va être systématique, c'est-à-dire qu'il va avancer, pas comme un scan, la Nmap où il est plus ça, mais il essaye beaucoup de choses un peu poche, jusqu'à temps qu'il trouve, puis ensuite il lève. Donc, j'imagine que le harness avant, ou même le prompt qui démarre, doit avoir une valeur pour limiter la stupidité, disons, si tu veux, de l'agent à chercher n'importe où et à faire n'importe quoi. Il y a un gain que l'équipe de Pentest a une connaissance de base suffisante pour être capable de focusser l'agent, parce que des fois, il va partir dans la lune, là. Ben, puis c'est un petit peu là que j'en viens quand je dis que tu peux avoir le couteau suisse qui fait un peu tout, puis que là, tu sais, exemple, t'as un harnais de base avec un bon modèle frontière, avec tout ce qu'il faut. Ben, c'est sûr que là, c'est ton prompt qui va faire la différence. Mais là, si t'as un bon prompt, t'as des bons skills pour chacun des outils dans ton couteau suisse, t'as déjà une longueur d'avance. Mais là, si tu peux aller encore plus loin aujourd'hui, puis c'est là que ça devient un peu fou, c'est qu'on peut faire des sous-agents dans le harnais que eux vont avoir leur propre cerveau déjà développé avec déjà leur connaissance de voilà tout exemple, on va continuer sur le flow, exemple des injections SQL parce que je pense que c'en est un qui est facile à imager puis facile à reconnaître les outils. Ben là, si tu as déjà dit à cet agent-là de se créer un dossier qui a documenté toutes les attaques SQL connues, toutes les failles d'SQL qui ont déjà été répertoriées dans le monde, sur tous les produits inimaginables, dans quel scénario que c'était exploitable, ce qui arrive, c'est que plus que tu downloads d'informations, plus que tu as de théories, plus que tu as d'informations que tu peux documenter dans cet agent-là spécifique, pas dans l'agent global, dans l'agent spécifique qui connaît juste les injections SQL, que c'est juste ça qu'il sait faire, plus que cet agent-là devient découplé d'une façon incroyable, il est capable de carrément faire comme je vais faire juste quelques requêtes pour scéner qu'est-ce qui se passe, essayer de voir est-ce qu'il y a un scénario similaire que j'ai déjà connu, que j'ai déjà vu. Puis juste avec ça, c'est là que le bruit est totalement pas le même que l'agent que tu lui as dit, ben écoute, il y a une injection SQL possible à tel endroit, puis là, essaie de figure out. Là, quand il essaie de figure out ou de trouver la solution, c'est là qu'il fait du bruit. Parce qu'il n'y a aucune idée par où commencer. Il n'y a pas de point de repère. Il ne sait pas par quoi, quelle métrique va faire que, oh, attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Je suis capable d'aller lire dans mon intelligence ou de me rappeler que, hey, j'ai déjà vu un scénario qui ressemble à ça. Puis c'est ça exactement qui causait l'attaque. Je vais aller essayer ça directement parce que c'est ce qui est le plus proche de ce que je connais. Fait que là, ça vient changer pas mal la dimension du bruit que ça va faire. Le ratio de détection, puis c'est un peu là que ça devient intéressant pour nous, parce que même pour nous, qui fait un petit peu le travail inverse, que nous, notre but, c'est d'arrêter ces attaques-là. Ben là, c'est un attaquant pas mal plus silencieux, s'il est capable de bien se cacher, de pas faire un bruit énorme sur le réseau, que hey, tout d'un coup, on est-tu sous attaque? Tu sais, je vois qu'il y a une alerte rouge parce que hey, le domaine est sous attaque, puis on est ailleurs totalement quand on a affaire à un couteau suisse là, qui a été bien entraîné puis que finalement là, cette expertise-là est vraiment bien synthétisée pour l'agent. Puis c'est ça en ce moment qui est manquant. Puis c'est ça qui manquait si on se ramène il y a 1 an quand j'ai participé au dernier NordSec.
c'est qu'on n'avait pas ce concept-là de pouvoir faire un couteau suisse super bien aiguisé. Là. C'était comme tout le monde était à armes égales d'avoir un IA qui peut t'aider avec les concepts, qui peut t'aider à aller plus loin, bien interpréter les résultats que tu vois à l'écran, puis ou prendre le fichier, le décoder, puis faire des opérations complexes sur le pilote automatique, on va dire. Ben là, aujourd'hui, on est ailleurs, là, parce que c'est comme on a un tireur d'élite à la place. Ça, c'est plus la même chose qu'on peut engager, puis on peut en avoir plusieurs en parallèle qui font plusieurs challenges en parallèle. C'est là que ça vient changer la mise, puis c'est là que ça devient intéressant, mais en même temps, ça devient plate pour les équipes de sécurité parce que, il n'y a plus beaucoup de valorisation à ce niveau-là. Puis là, il va arriver quoi quand quelqu'un va avoir trouvé la source secrète de comment on fait l'agent de hacking parfait, puis qu'il va l'avoir bien documenté, que ça va être tout simplement, tu le télécharges sur GitHub, puis on est parti. Puis on commence à voir des projets comme ça émerger dans l'open source qui deviennent de plus en plus intéressants parce que nous, ça nous donne en plus les outils parfaits pour entraîner l'agent inverse qui est l'agent de la défense. Que là, ben là, plus que ça l'évolue, ça devient un petit peu je vais pas dire une course à l'armement, mais c'est quasiment ça. Là. Oui, c'est quasiment ça, mais c'est intéressant de voir. Puis, oui, effectivement, la donne change pour les attaquants de beaucoup. Je trouve ça intéressant de l'angle que tu lui donnes justement sur le fait qu'on tend à des faisceaux plus précis, des lasers essentiellement qui vont frapper de façon plus systématique et donc la plupart des règles plus justement statiques dans lesquelles on est habitué deviennent de plus en plus inefficaces parce qu'on n'a pas le bruit qu'on peut s'attendre, on n'a pas le taponnage dans le noir, là, parce que jamais c'est ça quand dans les incidents que j'ai eu à faire, genre tu vois quelqu'un puis tu vois il cherche dans le noir puis il fait du bruit puis il sait pas ce qu'il fait. Fait que c'est très facile à voir, à repérer et donc à fermer. Si on est dans un contexte où il frappe relativement subtilement sur certaines choses qui sont en dehors des signatures conventionnelles, là, on est dans le pétrin. Et pour les équipes défensives, ça change un peu la perspective où on avait, on devait trier du faux positif, puis c'était essentiellement ça notre job à maintenant, on doit chercher, puis là, c'est du threat hunting non conventionnel où on doit trouver, mais on peut pas, c'est le problème, on n'a pas le temps de faire du threat hunting. Avant, on avait le temps. On pouvait le voir se promener, puis là, pouf, on pouvait aller, puis ça allait bien. Là, le temps n'est plus là parce que dans le moment où on l'a trouvé, il est trop tard, il s'est sauvé avec la couronne. Les joueurs de la couronne sont déjà partis au moment où on l'a trouvé à ce moment-là. Puis c'est là où des modules comme ce que tu me parlais un peu, ce que tu annonces un peu, vient avoir de l'effet parce que comme tu t'entraînes sur ces gens-là qui font du pentest, donc tu sais ce qu'ils font, tu es capable de moduler ton agent pour le délai d'intervention se fait en secondes et non en jours par rapport à ce qu'on ferait avec du threat hunting humain. Là. Exact. Puis aussi, peut-être mettre des mots un petit peu sur ce que tu disais il y a quelques secondes. Aujourd'hui, on est dans la game un petit peu pour empêcher les joyaux de se sauver trop rapidement. On est vraiment dans la game de trouver l'aiguille dorée dans la botte de foin. Là. C'est ça qu'on essaye d'identifier, puis qui est le gros défi de la science de la donnée, en gros. C'est qu'on essaie de monter des modèles que, tu sais, quand on voit plusieurs centaines de milliers de requêtes rentrer à l'heure ou à la minute ou peu importe le frame qu'on regarde, tu sais, humainement, là, comme qu'on dit, tu sais, l'attaquant qui est subtil puis qui fait juste picosser, ben, nous, humainement, on n'a pas le temps de l'intercepter ou de l'analyser, ça, parce que c'est comme, c'est juste quelques requêtes bizarres, puis tu sais, comme, t'sais, l'humain va se mettre en mode, j'appelle ça le mode lâcheté, là, c'est comme, tu vas le délaisser par de facto parce que tu veux pas, justement, brûler ton énergie là-dessus, c'est comme, ça a l'air trop anodin, mais versus l'IA, que lui, sa manière de découpler l'information, tu peux lui dire, hey, là, 10 000 requêtes qui viennent de rentrer dans la dernière minute, il l'explose par IP, il l'explose par user agent, il explose tout ce qu'il a vu, est explosé, chaque fingerprint, chaque petite chose anodin, pour lui, il fait du sens parce qu'il est capable de faire des liens que notre cerveau, nous, prendrait plusieurs minutes ou même plusieurs heures peut-être à processer à travers d'un engin de graphique, on s'entend soit dans un SIM ou dans un Grafana ou peu importe le système de surveillance qu'on a accès. Ça nous prendrait plusieurs minutes, comme tu le dis, avant de se rendre compte que les joyaux sont déjà partis puis que
oups, on l'a échappé parce que celui qui faisait le moins de bruit sur le réseau, c'est lui qui est allé cogner aux bonnes places puis qui a trouvé un point d'entrée qu'on n'a jamais vu passer ou qui a peut-être été bloqué une fois ou deux au début en faisant ses tests. Puis c'est lui qu'on aurait dû mettre l'attention dessus puis qu'on n'aurait pas été capable de focus autrement. Ouais, ça change vraiment complètement les choses. Puis justement, comment vous autres vous êtes capables d'utiliser, parce que ce que tu mentionnes, c'est pas du LLM, on pourrait dire du AI classique, où tu entraînes sur des modèles un peu plus déterministes ou moins probabilistes, comme on voit avec le LLM, par exemple. Tu n'as pas l'air d'être, justement, de la façon dont tu en parles, là, c'est pas exactement la même chose. Donc, ce que tu utilises semble être beaucoup plus raffiné, disons, qu'un modèle frontière qui fait n'importe quoi, là, si on veut. Là. Exact. Ben, à la base, nos modèles, on s'entend, nous, on a été longtemps spécialisés ce qu'on appelle en apprentissage machine, qui est beaucoup là-dessus qu'on s'est spécialisé. Puis, nous, quand on monte nos agents, ben, on monte on a monté nos agents, justement, qui font la surveillance de notre côté pour qu'ils soient, justement, entraînés avec tous les scénarios d'attaque qu'on a vu passer. Fait que plus que le temps avance, plus que tu sais, à la base, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on entraînait notre modèle d'apprentissage machine pour qu'il soit le plus précis possible de détecter la menace, détecter les comportements à risque. Ça, c'est une chose. On a déjà cet acquis-là qui est un petit peu les benchmarks qu'on parlait tantôt, que c'est aujourd'hui ce que je présente à mes clients puis au monde qui s'intéresse à notre technologie quand on fait des présentations, parce que c'est ça qui est intéressant à voir. C'est voir à quel point que juste avec l'apprentissage machine, on a réussi à se rendre à un certain gap. Mais là, le prochain gap qu'on est en train de parler, qui est comme un peu comment on fait pour arrêter tout ça, comment on fait pour arrêter ce qui s'en vient, qui va être le prochain step, puis que je le ressens beaucoup sur le marché en ce moment. Là. J'ai parlé avec plusieurs clients dernièrement qui sont carrément hystériques. Tu sais, que c'est comme tout ce qu'ils ont à dire, c'est ils parlent des modèles frontières qui vont être un gros problème pour eux parce qu'ils n'ont pas de stratégie par rapport à ça. Puis malheureusement, c'est pas juste eux qui n'ont pas de stratégie. La plupart des solutions sur le marché sont pas adaptées à ça non plus. On n'a pas encore pensé ou on n'est pas encore en mode réaction de comprendre comment que l'agent, puis d'entraîner des agents, puis de mettre des agents dans la loupe des outils de sécurité. On est encore loin parce que là, chacun des experts dans ce domaine-là qui commencent à le faire, ben là, ils le font pour un outil en particulier. Mais là, qu'est-ce qui arrive le jour que tu changes ton outil puis que c'est plus le même agent? Je sais pas si tu me suis ce que je veux en dire, là. Tu sais, exemple, tu passes de Fortinet à Checkpoint ou vice-versa ou à Palo Alto. Ah ben là, ils ont-tu déjà un agent? Tu été entraîné différemment? Il connaît-tu mon contexte? Il le connaît-tu pas? C'est tout ça là, qui devient un bismot incroyable à gérer pour les clients, de bien saisir comment mettre ça en place, là, parce que là, on a changé le paradigme de la sécurité complètement. Là, c'est plus ce que c'était du tout. Puis le gars qui était en charge, comme qu'on dit, lui-même est en train de changer de poste ou de changer de direction parce que comme il faut qu'il apprenne comment que ça fonctionne. Là. C'est un nouveau challenge on tombe carrément dans l'ingénierie carrément là. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai appris qu'est-ce qui s'était passé à la Nortec, parce que les équipes qui ont fini dans le top tiers avaient quasiment toutes la même genre d'histoire à raconter. Là. Il y avait c'est des équipes de pentest qui se sont montées un setup d'intelligence, puis sont allés all-in. Là, ils ont mis le paquet pour s'assurer justement qu'il y avait la meilleure intelligence, puis c'est comme ça qu'ils ont gagné. Même si on fait une tonne de bruit au passage, probablement, là, mais l'idée était là. C'est comment tu peux faire pour être le plus efficace possible. Puis c'est plate, j'ai pas un graphique de la Nortec à présenter, mais pour avoir vu les stats de comme à quel point tu voyais tous ceux qui utilisaient les AI, c'était des nombres de flags incroyables à l'heure qui étaient capables de sortir. Puis toutes les équipes qui l'utilisaient, tu le voyais automatiquement là, que c'est ça qu'ils faisaient. Là, puis c'est drôle parce que dans les 2 jours de la Nortec, on pouvait même voir dans les graphes carrément où est-ce que toutes les IA ont commencé à plafonner parce que là, ils commençaient à taper dans le tiers des challenges justement qui étaient comme un peu trop nouveaux ou un peu trop il n'y a pas une tonne de documentation là-dessus. Puis c'est là qu'on tombe dans le noisy step, que tu fais gros du bruit, justement. Mais tu fais autant du bruit, justement, dans le scoreboard. Fait que tu peux quasiment te faire... s'ils mettraient des règles anti-AI, tu pourrais quasiment te faire ficher parce que, malheureusement, humainement, qui c'est qui fait 70 flags à l'heure? Façon de parler. Ça laisse des traces, c'est quand même visible malgré tout. Là. Si on parle là, du cas du CTF, effectivement...
sont capables de les attraper là, justement par l'état de la vitesse. Mais d'un point de vue, puis pour revenir sur votre cœur de métier, c'est cet élément-là. Comment, puis là, tu parlais ça fait longtemps que vous faites du machine learning, effectivement, ce qui est très différent du LLM comme on le connaît maintenant. Comment vous avez adapté de cet univers de machine learning et comment vous allez vous diriger vers, dans le fond, c'est sans dire que c'est Mythos, mais vers tous ces moteurs-là qui sont beaucoup plus efficaces ou par l'usage d'agents plus petits, plus autonomes, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça, qui se sont développés une panoplie d'agents et justement plus petits, mais tout aussi efficaces. Comment un système défensif peut arriver à encaisser ça et demeurer d'une même efficacité ou même une efficacité supérieure avec ce changement de paradigme-là? Ben, je dirais que ça a été un virage très, je veux pas dire un virage très carré, mais on a vraiment dû prendre un virage en termes d'entreprise, que c'est comme on a changé toutes nos manières de faire. Tout ce qu'on faisait avant qui était manuel, on a dû l'automatiser. On a dû aller à des vitesses qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple dans le monde du threat intel, là, qui est un peu rattaché à ce qu'on a vu au NORDSEC, justement. Là. Juste collecter l'information du threat intelligence, les IOC, puis d'aller voir qu'est-ce qui se fait, les nouveaux zero day, les nouveaux ci, les nouveaux ça. Tu sais à quel point que avant c'était un travail, puis je me rappelle encore il y a quelques années quand je travaillais dans cette expertise-là, ça prenait une équipe complète juste pour gérer les nouveaux zero day, les nouveaux malware. C'était pas quelque chose qu'on pouvait tout simplement dire à un agent. Hey, écoute, voilà mes sources d'informations, download tout ce qui est relevant à ce que je fais, tiens-toi à jour. Es-tu capable d'automatiquement prendre ça, puis tu sais, d'aller le valider? Puis ça m'amène au prochain step, tu sais, de nous, ce qu'on en est rendu aujourd'hui. On est même rendu que même nos pare-feux, à même nos produits qu'on bâtit aujourd'hui, on est rendu à développer l'agent local qui vit dans le produit lui-même. Que je te donne un exemple de ce qui est arrivé dernièrement, puis j'ai trouvé ça un use case incroyable. J'ai un client qui m'a amené un problème de pare-feu qui était unique à eux, que j'avais aucune idée par où commencer moi-même, qui a conçu le produit de la tête aux pieds. Puis ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'agent, j'ai fait, écoute, va downloader les configs du client sur notre serveur de test. Puis écoute, tu vas carrément simuler localement, tu vas essayer d'accéder. Voilà les URL qui ont des problèmes, puis tu m'expliques pourquoi. En quelques requêtes, l'IA avait passé à travers du produit, avait compris exactement ce qui se passait avec le problème du client. T'es capable de me pinpointer qu'est-ce qui avait changé du côté du client ou de notre côté, comment virtuellement on pouvait le patcher. Il m'a sorti tous les scénarios comme ça. Poup, voilà, on est prêt à rouler. Quand t'es rendu à ce cycle-là, de pouvoir faire ça avec pratiquement n'importe quoi qui est un produit applicatif, je vais dire que ça fait peur, mais tu sais, c'est comme elle est où la limite? Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à prendre cet engouement-là, de se rendre compte que, écoute, là, chacun de nos partiels, que ce soit dans la science de la donnée, que ce soit des trucs comme hey, tu peux-tu me sortir un rapport pour savoir s'il y a eu des problèmes de SSL, y a-t-il eu des problèmes de certificats, des analyses qu'avant, il fallait bâtir des dashboards, qu'aujourd'hui, on a un beau skills dans la plateforme qui fait tout ça, le pilote automatique. Tu sais, c'est ça la beauté, puis la beauté aussi qui vient avec les MCP, qui est un virage, je dirais, qui est plus qu'obligatoire là, aujourd'hui. Là, tu veux justement pouvoir découpler ces fonctionnalités-là qu'avant, puis je vais l'amener d'un autre aspect aussi, tu sais, à quel point, tu sais, il y a quelques années, c'était important d'avoir les plus beaux dashboards puis d'avoir le plus de fonctionnalités possible, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais avoir un dashboard vide, puis voilà la connexion à mon MCP, puis voilà, ciao, bye. Voilà une clé pour connecter ton agent, puis c'est tout ce que tu as besoin. Tu sais, comme... Pour des choses comme ça, puis surtout de la visualisation, là, ça devient super intéressant parce que il a été entraîné sur suffisamment d'informations pour que il soit capable d'arriver rapidement avec n'importe quelle sorte de données. Fait, on n'a plus besoin d'avoir d'être un gourou de la visualisation pour arriver à quelque chose de le fun parce qu'effectivement, ou tous les éléments de base, tu sais, des regex, moi j'utilise beaucoup pour faire des regex. J'haïs beaucoup,
ça me fait mal au cerveau faire du regex. Donc, en tout cas, pour en avoir fait beaucoup à une époque, là, j'en fais plus. Fait que là, ça fait beaucoup de code 18 aussi. Ah ouais, non, c'est terrible. En tout cas, bref, là, la paresse s'est installée. Donc, pour des éléments comme ça, il est d'une efficacité là, incroyable. Pour faire des liens dans des choses qu'on n'est pas habitué, il est assez incroyable aussi. Puis on est capable de le ramener facilement puis d'avoir des gains très, très importants pour ce type de choses-là. Mais puis pour vous autres, y a-t-il d'autres gains à part de la visualisation facile? Est-ce qu'il y a d'autres gains que vous obtenez justement avec ces agents-là qui supportent votre travail? Ben, en fait, c'est tout ce qui est opérationnel. Quand tu y penses rapidement, tu sais, tout ce qui est le côté ops de l'histoire. Exemple, il y aurait un problème de certificat. Tu sais qu'avant, ça aurait pu être plusieurs calls d'API où il faut que tu ailles te connecter dans le dashboard. Voilà la procédure. Va faire ci, va faire ça. Va rafraîchir le certificat. Envoie une requête de cache, puis ainsi de suite, pour s'assurer que tout est correct. Que là, quand tu y penses, tu pourrais être dans la voiture en train de te rendre au travail ou carrément retour à la maison ou t'es à l'épicerie puis tout ce que t'as, c'est ton cellulaire. Tu peux parler à ton agent puis dire, ben écoute, hey, mon domaine chez Cyberdéfense, tu peux-tu regarder le certificat, ça a l'air qu'il y a un problème. Puis l'agent a la capacité d'aller faire tout le côté opérationnel. Ça veut dire que, hey, oups, mon domaine, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, ton certificat a expiré puis il y a eu un problème. Je m'occupe du renouvellement. J'ai envoyé une requête de cache. Tout est fait. Oh, retour à la normale. Tout est en ligne. Merci, bonsoir. Continue à faire ton épicerie. Aussi simple que ça. On est rendu à un monde que, puis même pour mon équipe, ça a été, tu sais, quand on parlait du virage carré tantôt, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on avait une discussion qui était incroyable. On avait eu un incident client qu'on avait dû, tu sais, on va dire une requête de support qui est rentrée. Puis là, tout le monde s'est mis à brainstormer sur qui allait se connecter sur l'admin pour faire des changements pour le client, puis faire... J'étais comme, avec tout ce qu'on a, y a pas quelqu'un qui a pensé à demander à Claude ou à ChatGPT de faire hey, écoute, tel client, tel config, get it done. Puis c'est là que toi, t'as déboulé vers ça. On est tellement rendu à nous autres même en termes des créateurs du produit, on n'est plus à l'ère de justement le geek derrière son bureau là, qui fait plein de commandes pour jumper de serveur en serveur pour aller faire ci, pour aller faire ça. Non, l'agent fait ça pour toi beaucoup plus vite. On est rendu là. Beaucoup plus efficacement, effectivement. Il y a beaucoup de tâches plus administratives ou cléricales et qu'effectivement, on a un gain quand même substantiel, surtout quand il est bien paramétré et qu'il descend bien les choses. Y a-tu d'autres facettes que tu voulais partager de justement ces améliorations-là et ces changements de paradigme dans lequel on est? Ben, en fait, oui, il y en a plusieurs. Puis ça affecte surtout, je pense, le concept qu'on appelle MDR dans le marché. Tu sais, quand on paye pour des services justement de surveillance, je suis très curieux d'un petit peu ce marché-là où ce qui s'en va, honnêtement. Puis, tu sais, je connais des équipes d'MDR qui sont super efficaces, mais là, de plus en plus, je vais amener certains use cases ou certains scénarios qui nous est arrivé qui étaient assez incroyables. Là, nous autres même, dernièrement, on a certains incidents clients qu'on a dû gérer que ça s'est géré sur le pilote automatique que carrément nos agents qu'on a mis en place pour la surveillance des opérations, pas juste au niveau de notre équipe, mais qui gèrent aussi ceux des clients. On est rendu que carrément, on a des alertes dans Windows qui nous dit hey, tel client, tel domaine, ou le client en général, il est sous attaque de exemple, ça vient de la Chine, ça vient de l'Irak, ça vient de plusieurs scénarios différents. L'agent est capable de nous pondre un rapport instantanément à la seconde que l'attaque commence, puis nous dire exactement est-ce que je dois faire quelque chose, est-ce que je dois le bloquer, ou même chose, est-ce qu'on a détecté un faux positif, le client il y a eu un changement soudain sur le site web, on a détecté un faux positif, qu'est-ce que je fais? Puis voilà les pistes de solutions. Là. On est rendu que c'est tellement toute l'intelligence ou le côté mécanique de même quelqu'un qui maintient un produit ou, exemple, dans le temps, fallait être formé, exemple, pour travailler sur Checkpoint ou sur Fortinet ou ainsi de suite, que c'est des grosses formations des fois qui sont pesantes. Puis il y a beaucoup de Python à retenir puis beaucoup de concepts que là, ben, l'IA a tous ces concepts-là en tête. J'ai pas besoin d'une formation, j'ai pas besoin de
de savoir trop, je peux parler avec l'IA puis dire, ben écoute, hey, on a un problème avec ça, as-tu une idée? Puis automatiquement, en fonction des skills, puis ça, c'est une autre évolution aussi de l'IA qui devient de plus en plus intéressant, la capacité d'interpréter ce que le client demande. J'ai-tu un skill qui serait faire à ça? Puis d'aller le loader dynamiquement pour aller faire la bonne action, d'aller chercher le bon outil. C'est encore pas parfait, c'est un petit peu là, comme qu'on se disait tantôt, ça dépend beaucoup du harnais, ça dépend beaucoup du setup qu'on utilise. De plus en plus, on y arrive. On y arrive à l'IA qui est capable d'aller choisir son bon outil, un peu comme la CNC qui fait son opération de façon automatique. On arrive à ce virage-là qui est, je crois, qui est de plus en plus plus une option. Là. Je crois que c'est comme il faut le mettre en place, là, tu sais. Effectivement, mais ça, comme tu parlais des MDR, eux devront se renouveler parce qu'effectivement, la forme classique qu'on avait à l'habitude, on a une équipe technique, elle fait la surveillance, ils font les choses, ils développent leurs règles, ils répondent quand un incident ne peut plus poursuivre comme ça. Tu le mentionnes très bien. Une partie du travail qui est faite par la machine maintenant, par l'intelligence artificielle. Et là, cette même équipe-là doit évoluer pour aller plus loin, de un. Puis de deux, probablement qu'ils sont capables d'augmenter en capacité du nombre de clients parce que ce qui était capable, disons, d'avoir une centaine de clients avant avec le nombre d'employés qu'ils ont, mais là, ils peuvent en avoir 1000, ils peuvent en avoir 10 000 clients pour le même, la même capacité d'équipe. Fait qu'on n'est pas on change un ratio de force qui est très positif pour les équipes défensives, là, parce que on était toujours un peu à la ramasse parce qu'on essaie de suivre les attaques, puis bon, on n'avance pas nécessairement très rapidement. Je pense que ça va niveler vers le haut pour à bien des égards parce que tu citais l'effet que les équipes de pentest sont de qualité variable. Ben, les équipes défensives aussi sont de qualité variable pour différentes raisons, bonnes et mauvaises, mais ça va aider à ces équipes-là à remonter le niveau à un niveau minimal qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a présentement, ce qui est une très bonne nouvelle par ailleurs pour tout le monde. Ouais. Puis ce que je pense aussi, c'est que ça va peut-être avoir un impact un peu positif sur le marché. Un peu comme que je le disais tantôt, que la plupart des clients qui sont en train de se casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Mythos ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec les nouvelles technologies IA qui trouvent des vulnérabilités plus vite, qui sont capables de les patcher, comme exemple. Ben là, c'est là que peut-être qu'il va y avoir une méchante added value ou une valeur incroyable d'aller justement vers une solution MDR que justement avant, ça ne l'était pas. Que les compagnies, des fois, avaient leur raison de ne pas aller vers ce type d'option-là, mais on va se ramasser un petit peu comme avec l'IA qui a des benchmarks pour se comparer entre eux, entre les différents modèles. Ben, les équipes d'MDR, ça va être la même chose, un peu comme nous aujourd'hui, que c'est carrément un benchmark qui vend notre solution. Là. C'est plus est-ce qu'on a le produit le plus flashy, non, c'est comme c'est quoi le meilleur produit. Le benchmark qui pointe dans quelle direction, c'est ça que le monde veut l'entendre parler, puis c'est la même chose quand on parle d'IA, là, c'est comme c'est quel le IA le plus puissant, c'est vers ça que le monde veut aller. Là. On parlera plus de sonnet, on parlera plus d'un vieux modèle qui est de moins en moins utilisé ou non, ils veulent avoir le nouveau jouet le plus qui est le plus brillant, on va dire ça comme ça. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. La cotation, puis ça, je suis en train de le voir aussi dans certains papiers scientifiques qui justement regardent comment, au niveau cybersécurité, comment on va voir l'évolution puis l'arrivée de l'IA. Un, parce que c'est un milieu qui est quand même assez complexe, qui a beaucoup de volume d'informations, donc on a là un avantage comme ça. Puis les benchmarks cyber vont commencer à sortir, je n'ai pas vu de formel encore, mais ils vont finir par avoir des benchmarks formels sur lesquels on va évaluer, les modèles, mais on va évaluer également les fournisseurs de services. Comment celui-ci est capable d'affronter, disons, un vent de face et à quel point ce vent de face-là, là, il va être capable de le benchmarker. Donc, puis dans une perspective de IA aussi, là, que l'attaquant aussi lui-même est fait ça, mais effectivement, on arrive dans un univers calculé, mais on est dans un univers de big data. C'est des scientifiques de données. Fait qu'on change d'une chose où c'était un art, on était des artisans, à on est des scientifiques, on va avoir des scientifiques de données qui vont appuyer énormément ce qu'on fait. Fait que ça va avoir du bénéfice qu'on va prendre aussi des décisions rationnelles quant à la sélection de l'outil. Et comme vous le faites, vous vous préparez aux benchmarks qui s'en viennent puis qui vont devenir probablement l'étalon sur lequel on va évaluer la plupart des solutions. Oui, exactement. Puis ça revient un petit peu à mon wall of sheep de tantôt par rapport, puis ça va être la même chose, les équipes de pentest, les équipes défensives, MDR.
tout s'en vient de plus en plus sur, justement, à quel point ton équipe va être capable de bâtir l'outil. Parce qu'en fait, c'est ton coffre d'outils qui va faire la différence. À quel point ton coffre d'outils est capable de scorer haut dans le benchmark, c'est ça qui va venir principalement scorer à quel point probablement qu'une compagnie va vouloir faire affaire avec toi rapidement ou pas. Puis on le voit de plus en plus dans le marché. C'est très, très, très incroyable à quel point ça a de l'impact. D'être capable de pouvoir démontrer ça, puis d'être, je cherche le bon mot on est aware, on est conscient justement là, que ça existe, là, parce que de plus en plus, sans se le dire, je le vois beaucoup quand que je présente justement notre produit. Aussitôt qu'on arrive au benchmark, ça change beaucoup la donne, la perception a bien changé totalement sur le doute que tu pouvais avoir sur un produit s'il est efficace ou pas. Il est comme évaporé quand tu vois le nom de tous les autres produits. Puis la même chose est vraie quand tu regardes pour choisir le bon modèle pour faire la bonne tâche. Je veux savoir, pour exemple, faire de la traduction, c'est quel le meilleur modèle? Il y a gros des risques que tu te ramasses avec ChatGPT, puis je ne pourrais pas te dire quelle variante de ChatGPT, mais l'idée est là. C'est que de plus en plus, on s'en va vers ça, puis on va pas vraiment s'en aller dans une autre direction. Là. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui va changer la trajectoire de ça. C'est intéressant de commencer à avoir des chiffres. Comment je me rappelle, il y a l'expression en anglais, là, des hard numbers, là, c'est-à-dire des chiffres solides, on va dire ça, traduire ça comme ça, qui nous permet justement d'évaluer correctement les solutions puis de l'efficacité de protection, donc du modèle qui vient sous-tendre et où tout ça s'en va. À part ces benchmarks-là, y a-t-il d'autres volets que tu voulais aborder? Directement comme ça, non. Je pense que c'est une belle introduction au sujet parce que mon idée de base c'était vraiment de faire une corrélation de qu'est-ce qui a changé depuis la dernière NordSec et la nouvelle. Peut-être la petite primeur, c'est justement que je suis en train de préparer un talk pour parler de ça plus en détail, puis de pouvoir vraiment qu'on arrive genre dans les conférences puis faire des démos live de comme hey voilà l'agent qui roule puis voilà qu'est-ce que ça donne un agent qui est vraiment qui a été fine-tuné justement pour faire ça, à quel point que ça peut être efficace. Je suis en train de vraiment planifier ma chose pour vraiment pouvoir amener quelque chose de croustillant à regarder là, qui va amener de la valeur aux équipes qui vont être en train de regarder comment se moderniser puis comment bien monter un setup défensif finalement là, qui est à jour avec les agents. Mon but, c'est de créer de l'awareness le plus possible, de venir donner justement de la valeur au monde qui cherche en ce moment là, comment ils peuvent utiliser qu'est-ce qu'ils ont entre les mains pour aller plus loin. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un petit peu la différenciation du produit qui a pris le tournant puis de celui qui l'a pas. Là, puis même nous, personnellement, en termes d'entreprise, on a commencé à trier les solutions qu'on utilise. Lesquelles qui ont ouvert la porte aux agents, lesquelles qui l'ont pas. Parce que ça fait une grosse différence dans comment que je peux automatiser les choses, comment je peux pas les automatiser. Ou est-ce que, exemple, leurs API, qui est un mot qui est en train de disparaître complètement, pour laisser place justement à l'agentique, à quel point justement le produit est capable de me donner la capacité que j'ai besoin? Es-tu capable de me fournir les skills au gros minimum, de pouvoir justement faire l'intégration? Que là, de pouvoir aller un step plus loin dans le sens que, exemple, on a un incident, écoute, l'agent, il va lever l'incident, mais je veux pas juste qu'il me l'envoie, l'incident. Je veux qu'il ait créé un problème sur Jira, puis qu'il alerte les bonnes personnes, puis que, qui commence la documentation aussitôt que ça arrive. Je veux pas avoir tout l'effet d'enroulement de tous les outils de la chaîne, que ce soit pas juste des outils de cyber. On arrive dans une drôle de stratosphère où est-ce que il faut monter toute cette intelligence-là, puis le set d'outils qui va avec, c'est rendu quasiment un art, de démêler tout ça, puis de trouver les bons outils qui fit ensemble pour vraiment dire, écoute, la seconde qu'il y a un incident, pouf, la documentation se met en route. Les bons stakeholders ou les personnes en charge se font contacter. Voici un lien vers la documentation qui a déjà commencé à dérouler, qui a déjà commencé à se mettre en place sur chacune des menaces qui ont été détectées, d'où est-ce que ça venait, qu'est-ce qui a réussi à être réalisé, est-ce qu'ils ont exfiltré de la donnée ou pas.
on est rendu dans ce step-là de pouvoir vraiment prendre le pilote automatique. Puis c'est pour ça que je te revenais tantôt. Tu me demandais c'était quoi le changement du virage. Ben, c'est toute cette opération-là qui paraît pas, mais qui est très lourd pour une organisation. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas justement leur certification, avec raison. Puis c'est à cause de la lourdeur de ces procédés-là. Mais ça vient changer la donne totalement si ces procédés-là, on est capable de faire le voilà ton procédé. Puis c'est un peu là, je pense, que l'agent nous fait gagner du terrain d'une manière assez intéressante. Ça va amener des produits à venir à une maturité beaucoup plus intéressante. Tu sais qu'avant, les certifications, c'était quasiment c'était un must. Ben aujourd'hui, c'est un must de vouloir ça comme validité dans un sens. Mais aujourd'hui, ça va quasiment être un de facto parce qu'il y aura plus de raison de skipper des étapes, des procédures, de skipper justement des bonnes façons de faire. Parce que ce qui va arriver dans l'industrie, ça sera pas trop long que ça va être un petit peu la même chose que le benchmark. Il y a quelqu'un qui va dire, hey, voici la façon PCI de faire les choses. Prends le skill, applique-le, puis c'est parti. Ça va se terminer là. Ouais, exact. Ça va être magnifique. On va pouvoir arrêter de parler de conformité de façon que d'une corvée ou de quelque chose qu'on veut pas dealer avec. On verra comment ça va tourner et comment on va être capable de faire ça. Je te remercie énormément pour ce partage. C'est super intéressant parce que ça amène une facette différente. J'espère être disponible pour aller voir ton talk à l'OWASP à Montréal quand ça va être prêt. Et si j'ai d'avoir d'autres primeurs sur le podcast entre-temps aussi, ce serait très intéressant par rapport à tout ça. Avec plaisir. Merci.